Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau webinaire. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la meilleure stratégie pour atteindre vos objectifs grâce au digital avec Paul Herbaud de Nocamino. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. N'hésitez pas à nous dire, en tout cas dans le chat, s'il y a des problèmes de son, d'image ou votre humeur de la journée. Comme ça, on règle tout dès maintenant, on papote un petit peu avant de démarrer. Vous êtes déjà nombreux connectés, je vois que tout fonctionne très bien. Donc, je vais pouvoir commencer ma presse et laisser la parole à Paul pour plus de temps pour le webinaire. Donc, rapidement, n'hésitez pas à nous dire aussi dans le chat qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Comme ça pourra permettre à Paul après peut-être de presser sa présentation. Hop, moi, je passe à la slide suivante pour vous parler du coup des Folies Web, de qui on est. Normalement, vous êtes un peu déjà dit, vous connaissez un petit peu. Donc, au Folies Web, on organise des événements gratuits à destination des petites entreprises afin de vous aider à réussir sur Internet. Donc, quand on dit petites entreprises, ça va être les TPE, les auto-entrepreneurs, les indépendants, les freelances, tout ce beau monde. Notre objectif, c'est vraiment de vous aider à prendre du recul et à prendre les bonnes décisions vis-à-vis de toutes les opportunités qui sont offertes aujourd'hui par les outils du digital. On organise du coup des ateliers en présentiel un peu partout en France, c'est vraiment notre cœur de métier. Nos ateliers sont présents du coup dans toutes les structures de l'écosystème entrepreneurial local, comme les CCI, les CMA ou encore les coworking. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur ce site internet s'il y a des événements près chez vous qui peuvent vous intéresser. Et en plus de ça, on organise des événements en ligne comme aujourd'hui sur plein de thématiques du numérique qui sont du coup assez variées. Je vais enlever mes petites notifications, c'est ding ding tout le temps sinon. Nos partenaires nous demandent du coup comment on fait pour proposer des événements gratuits. C'est grâce à nos deux co-organisateurs qui sont Réussir1.fr et Nocamino. Donc on a un ambassadeur aujourd'hui. Je vous parle rapidement de Réussir1.fr. Donc le programme Réussir1.fr, c'est une initiative de l'AFNIC, qui est l'association à but non lucratif qui gère les adresses en .fr en France. L'AFNIC intègre dans sa mission d'intérêt général du coup un accompagnement aux entrepreneurs pour initier ou développer leur présence en ligne. Donc, à travers ce dispositif, Réussir1.fr, donc l'AFNIC met à disposition gratuitement des conseils pratiques, des tutos vidéo, des offres partenaires ou encore des témoignages d'entrepreneurs qui, eux, ont réussi grâce au web aussi. Je vais vous mettre dans le chat, du coup, le lien de la ressourcerie FolieWeb, où tout ce que je vous dis est recensé avec les bons liens, enfin, tout est dessus. Nocamino, rapidement, Paul vous en parlera beaucoup mieux après, mais c'est une solution d'accompagnement digital. Cet événement est également financé du coup par en partenariat avec Serre France, dans le cadre de l'appel à projet financé par le gouvernement dans le cadre de France Relance à l'initiative de France Num et BPI France. À la fin de ce webinaire, promis, j'ai bientôt fini, vous pourrez télécharger le support présentation grâce aux questions de satisfaction que je vous déposerai juste avant les questions-réponses. Donc le questionnaire permettra également de recontacter l'intervenant et de prendre un premier rendez-vous gratuit avec Nocamino. Donc les deux seront en même temps quasiment. Donc merci beaucoup de prendre une petite minute pour le remplir afin du coup de nous faire vos retours. Et voilà. Paul, je te laisse la parole pour ce webinaire et je vous dis à tout à l'heure. Trop cool. Merci pour tout ça, Camille. En tout cas, bien content d'être avec vous ce matin. Donc, top de bien continuer, en tout cas dans le chat, à m'indiquer, en tout cas, qui vous êtes, ce que vous faites, éventuellement même depuis combien de temps, en tout cas, que j'ai quelques éléments de contexte vis-à-vis de tout ça. Ce que je vous propose, vous avez en fait deux manières d'interagir dans le chat, la manière chat et la manière question. En fin de webinaire, j'aurai l'occasion de revenir éventuellement sur les questions, en tout cas, que vous aurez pu vous poser au fur et à mesure de cette présentation. Donc, notez-les au fil de l'eau, comme ça on aura l'occasion d'y revenir avec Camille en fin de présentation. Segmentez-les bien dans la partie questions parce que dans le chat, il risque d'y avoir beaucoup de messages. On est en tout cas, il y avait plus de 200, 300 inscrits aujourd'hui. Je ne sais pas exactement combien vont se connecter, mais en tout cas, il risque d'y avoir beaucoup de messages. Donc, pour plus de lisibilité, mettez tout bien dans la partie questions pour ce qui concerne les questions vis-à-vis de la présentation d'aujourd'hui. Sans plus attendre, du coup, on va pouvoir commencer à discuter du sujet qui nous rassemble, en tout cas tous ensemble ce matin, qui est la construction de la meilleure stratégie pour atteindre vos objectifs grâce au digital. Dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de prendre quelques secondes pour parler de Nocamino. Donc, depuis 10 ans, notre métier, c'est d'aider et d'accompagner des petites structures, comme vous l'êtes aujourd'hui, dans le développement de leur business par le biais du digital.
Donc, on a plusieurs niveaux d'intervention. On travaille sur tous les différents métiers du digital. On a mutualisé tous ces métiers au sein d'une seule et même équipe, histoire de pouvoir répondre aux enjeux qui sont les vôtres et de vous apporter la meilleure réponse possible. Voilà, Néo Camino part des entrepreneurs pour des entrepreneurs. On existe du coup depuis 10 ans. On intervient aussi dans le cadre des folies web. Je n'ai pas de valeur à lire tout ça. Dans tous les cas, vous recevrez un replay et puis les slides de cette présentation. Donc, vous pourrez y revenir avec plaisir. Juste pour faire un petit point sur la manière avec laquelle on fonctionne, aujourd'hui, ce qu'on va aborder dans un premier temps, c'est déjà la construction justement de cette stratégie, qui est le point de départ, qui est vraiment de répondre en fait à un objectif sur lequel vous nous consultez et auquel on va répondre grâce au marketing digital. Ensuite, dans un deuxième temps, on peut aussi vous accompagner avec du coaching, un outil et un suivi pour mettre en place ce qui doit l'être avec vous. Et dans un deuxième ou troisième temps, en fonction de la vitesse qu'on choisit, on peut aussi agir en notre qualité d'agence pour mettre en place certaines actions à votre place, créer votre site, le référencer, mettre en place de la pub, de la prospection LinkedIn, de l'emailing, enfin j'en passe et des meilleurs. On aura l'occasion d'y revenir dans tous les cas au cours de cette présentation. On va pouvoir du coup commencer, entamer et puis discuter de cette construction justement stratégique pour atteindre vos objectifs grâce au marketing digital. Et dans un premier temps, avant de se lancer tête baissée dans quoi que ce soit, ce que je vous invite tous et toutes à faire aujourd'hui, avant de vous lancer dans l'opérationnel, c'est déjà de faire le bilan de l'existant. Ce qui est intéressant ici, c'est de bien comprendre où vous en êtes. En tout cas, si vous en êtes quelque part, hein, c'est un peu différent dans le cadre d'un lancement. Dans le cadre d'un lancement, on va plutôt s'intéresser à votre projection stratégique financière, votre business plan, votre modèle économique, en tout cas la manière avec laquelle vous souhaitez faire du business. Si vous êtes déjà en activité aujourd'hui, quelques questions assez simples que je vous invite à vous poser, mais qui vont vous permettre justement de savoir concrètement où vous en êtes, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche moins. Quel niveau de chiffre d'affaires vous obtenez? Quel niveau de revenu ça vous permet de dégager? Combien de clients vous avez actuellement en portefeuille? Qui sont-ils? Est-ce que c'est du B2B, du B2C? Est-ce que vous avez aussi une base de contact avec des partenaires, des prescripteurs, des relais, des potentiels prospects ou quoi que ce soit? D'où viennent-ils? Donc concrètement, comment on a acquis ces clients, ces contacts, ces prospects? Est-ce que ce sont des prospects du site internet, des réseaux sociaux, du bouche à oreille, de la recommandation, du développement de partenariats? Et en fait, vous allez vouloir quantifier ces différents canaux d'acquisition. Si aujourd'hui, je fais par exemple 20 000 € de chiffre d'affaires et 90 de mon chiffre d'affaires vient de clients particuliers et que 80 d'entre eux viennent du bouche à oreille et de la recommandation, ça me donne déjà une bonne image de justement qu'est-ce qui me fait gagner de l'argent aujourd'hui et finalement, ça va me donner aussi de la matière pour me projeter plus tard. Et finalement, aussi de vous poser la question de quelles sont les actions que vous avez menées parce que mécaniquement, je pense que si on se retrouve là aujourd'hui, c'est que toutes les actions que vous menez n'apportent pas forcément encore, en tout cas, de résultats. Peut-être que vous passez du temps sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux ou sur votre site internet, mais que concrètement, quand on regarde le niveau d'investissement et de retour que vous avez obtenu, peut-être que celui-ci n'est pas au rendez-vous, donc ça vaut le coup de l'identifier et de se le dire. On va se poser aussi la question de, au niveau digital, en fait, qu'est-ce qui vous apporte justement du business? Donc, quels sont les leviers digitaux que vous avez activés et pour quels résultats? Je vous ai donné ici quelques métriques clés associées, assez simples, hein, globalement, à chacun de vos leviers d'acquisition digitaux. Sur le site internet, notamment, ce qui va nous intéresser, c'est le taux de conversion de ce site. Le taux de conversion, c'est quoi? C'est en fait la capacité commerciale de votre site à convertir un visiteur en client ou en contact en fonction de si on est sur un site vitrine qui a vocation, lui, à obtenir des contacts ou un site e-commerce qui a, lui, vocation à générer des ventes. Sur les réseaux sociaux, ce qui va nous intéresser, c'est le taux d'engagement. Le taux d'engagement, c'est quoi? C'est le niveau d'engagement de votre communauté vis-à-vis des publications que vous allez décliner. Il y a 2 manières en fait de le mesurer. La première d'entre elles, c'est de mesurer le nombre d'interactions que vous obtenez par publication, donc les likes, les j'aime, les commentaires, les interactions, les partages, vis-à-vis de l'audience totale de votre communauté. Donc combien d'abonnés, combien de followers vous avez sur Facebook, sur Instagram ou sur LinkedIn, par exemple. Ou alors deuxième manière de le mesurer, qui est à mon sens plus précise, c'est de le mesurer vis-à-vis de la portée de votre publication.
Je ne sais pas si vous publiez actuellement sur LinkedIn, mais vous avez, en tout cas, ou même sur les pages pro Facebook ou Instagram, le nombre de personnes, le nombre d'impressions, il y a une terminologie différente pour chaque réseau social, qui ont vu votre publication. Donc, si vous voulez mesurer ce taux d'engagement, vous pouvez aussi le faire en direct avec cette portée de publication. Ça vous donne, à mon sens, une mesure qui est plus précise. Sur la publicité, on va parler coût d'acquisition client. En fait, on peut s'intéresser à d'autres métriques, hein, le coût par clic, le coût par lead, mais en fait, ces métriques-là n'existent que parce qu'elles nous permettent de mesurer le coût d'acquisition client. Combien nous coûte un client aujourd'hui via une action publicitaire? Et ensuite, en fonction du niveau de chiffre d'affaires que vous déclinez, de la marge que vous allez pouvoir dégager, donc du revenu net que vous allez dégager dans votre poche, est-ce que vous êtes rentable ou non sur cette action publicitaire? Et sur l'emailing, qui est finalement un levier qu'on néglige parfois, voire souvent, le nombre de demandes que vous obtenez suite à l'envoi d'une newsletter ou d'un email automatisé. On peut aussi s'intéresser, bien évidemment, à la délivrabilité, au taux d'ouverture, au taux de clic. Mais encore une fois, ces métriques-là ne nous intéressent que parce qu'elles nous permettent de générer de la demande entrante et donc du business régulier sur nos activités respectives. Une fois qu'on s'est dit tout ça, il peut être légitime de se poser la question de pourquoi continuer de se développer grâce au digital. Moi, je vois 3 avantages globalement, au digital ici. C'est que déjà, c'est un levier d'acquisition business qui est prévisible. Ça veut dire qu'avant même de vous lancer tête baissée dans quoi que ce soit, vous avez la possibilité de prévoir avec des indicateurs clés, avec différents outils, ce que vous allez pouvoir attendre en termes de retour de Facebook, d'Instagram, de votre site, de vos réseaux sociaux, avant même de vous être lancé dans quoi que ce soit. Il est mesurable aussi, ça veut dire que dans la pratique, au-delà de cet aspect, théorique initial, on n'a pas de boule de cristal, on n'est pas Madame Irma, donc on ne va pas pouvoir non plus, estimer avec, un haut degré de certitude, le retour qu'on va en attendre. Donc l'idée dans la pratique, c'est d'aller mesurer aussi le retour que vous obtenez. Puis finalement, c'est un levier d'acquisition qui est pérenne. Ça veut dire que concrètement, les actions de communication que vous allez pouvoir mener sur le digital, vont vous permettre d'obtenir du résultat qui est régulier. On n'est pas dans un sprint, on est dans une course de fond. Ce qui nous intéresse, c'est pas juste d'avoir du résultat demain, c'est d'en avoir demain, dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, dans un an, et de pouvoir capitaliser à fond sur ces leviers d'acquisition business. Il faut savoir que le digital est aussi viable pour différents types d'objectifs. J'en ai listé quelques-uns ici. L'objectif qui nous parle, je pense, le plus à tous, c'est l'objectif business, le chiffre d'affaires, l'acquisition. Mais on peut aussi se servir du digital pour fidéliser nos clients. Là-dessus, gardez toujours à l'esprit qu'il est beaucoup plus cher d'aller sans cesse renouveler sa clientèle que de fidéliser sa clientèle existante. On peut aussi parler de recommandations. J'évoquais tout à l'heure le bouche à oreille, la recommandation. Il faut savoir que c'est des leviers d'acquisition, euh, malheureusement, sur lesquels on va créer du risque, de la dépendance. Qu'est-ce qui se passe si pendant 6 mois, j'ai beaucoup de demandes du bouche à oreille et puis ensuite, pendant 6 mois, plus rien ne se passe? On l'a vécu notamment pour certains avec le Covid. Le bouche à enfin le digital, notamment l'emailing ici, va vous permettre de vous servir justement de la qualité du travail que vous proposez à vos prospects et à vos clients, comme d'un levier d'acquisition pour aller chercher de la recommandation et donc de nouveaux clients. Un autre type d'objectif qu'on a tendance à oublier, mais qui peut être très important à nouveau dans cette situation post-Covid qu'on connaît actuellement, c'est les enjeux de recrutement, cette fameuse marque employeur. Comment je peux me servir de ma présence digitale pour mon attractivité, pour aller chercher justement de nouveaux profils, des salariés, des alternants, des stagiaires, en fonction de là où je positionne le curseur, et comment je peux construire une stratégie d'acquisition dédiée à ce recrutement. Et finalement, dernier type d'objectif, et non des moindres, c'est de vivre de votre passion. J'imagine que si on est tous là aujourd'hui, autour de cette table, digitalisée, c'est parce qu'on a envie de vivre de quelque chose qui fait du sens pour nous et donc de se donner les moyens que ça marche. Donc l'idée, c'est de s'approprier le digital et ses différentes actions pour faire en sorte que de cette passion initiale, vous puissiez ensuite, continuer de grandir. Un petit conseil ici, parce que je ne veux pas non plus vous présenter une réalité toute rose et toute belle. On évite de se lancer tête baissée dans tout et n'importe quoi. Pourquoi? Le digital, c'est un domaine qui est très vaste. Vous êtes tous et toutes entrepreneurs. Ça veut dire qu'on vous demande déjà d'avoir un certain nombre de casquettes.
gestionnaire, commercial, marketeur, voilà, entrepreneur au sens large du terme. Au sein du marketing digital, il faut avoir conscience qu'il y a un ensemble de métiers. J'ai parlé de la publicité, j'ai parlé du site, on a parlé rédaction de contenu, on peut parler réseaux sociaux. Tout ça, ce sont des métiers, hein, des expertises dédiées sur lesquelles éventuellement on peut avoir une formation et presque même un temps plein à proprement parler. Donc si on se lance tête baissée dans tout et n'importe quoi, ben, on risque de perdre de vue l'objectif business qui est le nôtre. Le digital peut aussi rapidement être coûteux. Voilà, si on investit de l'argent, dans de la pub ou dans un site internet sans savoir concrètement le retour qu'on va en attendre, bah, il est possible qu'on matérialise tout ça par un gros trou dans notre portefeuille et par une déperdition de chiffre d'affaires, d'argent et donc un décalage de réussite, de l'échéance en tout cas de réussite de notre activité et ce serait quand même dommage. C'est aussi relativement chronophage. Je pense que vous l'avez expérimenté tous et toutes, mais vous pouvez aussi nous faire part de vos expériences dans le chat. On passe vite du temps sur le site, sur les réseaux sociaux, sur de la rédaction de contenu, sur de la pub, sur de la prospection. Et puis finalement, on n'en voit pas le bout. En tout cas, quand on n'est pas en capacité de mesurer concrètement le retour qu'on obtient, ben, il est possible qu'on perde du temps, hein, qu'on ne passe pas du temps sur d'autres actions qui nous auraient apporté plus de résultats. Il est aussi énergivore, il demande bah, de l'énergie et puis c'est assez complexe. Ça veut dire concrètement, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais il y a plein de métiers, plein de manières de faire. Donc si on se lance tête baissée dans tout et n'importe quoi, ben, on prend le risque de passer à côté de l'essentiel et puis même de se décourager, hein. Si je passe du temps sur Facebook, puis qu'au bout de 6 mois, je prends un peu de hauteur pour me rendre compte que je n'ai pas de résultat, ben, il sera un peu plus difficile de retourner sur Facebook la fois d'après. Maintenant qu'on s'est dit tout ça, maintenant qu'on a dressé justement en tout cas un état des lieux, bah, de la situation aujourd'hui, on va pouvoir commencer à se poser la question de la manière avec laquelle on va construire, je prends une analogie qui est assez simple, en tout cas assez parlante normalement, qui est un plan d'architecte pour réussir à vous développer. On peut prendre plusieurs types d'images, hein, on peut parler plan d'architecte, on peut parler recettes de cuisine, on peut parler feuille de route, plan d'action de manière assez cash, la terminologie, on s'en fiche. En tout cas, je veux qu'elle vous parle plus qu'elle ne me parle et qu'ensuite vous soyez en capacité de l'imager et de la décliner. Je vous ai donné ici un premier exemple de plan d'architecte pour justement décliner cette vision que je vous propose. Les fondations de votre maison, l'activité que vous êtes en train de construire pourrait se matérialiser par le site internet qui est construit pour convertir correctement ces visiteurs en contact. Les portes d'entrée, donc ce qui va nous permettre de faire rentrer du monde dans cette maison, elles sont multiples. J'en ai listé quelques-unes ici, mais il y en a beaucoup plus. Le référencement naturel, la publicité, les réseaux sociaux, le bouche à oreille, la recommandation, les partenaires, la prospection, etc., etc. Tout ce qui va nous permettre de faire venir des visiteurs sur nos ou notre interface commerciale, le site ou nous-mêmes d'ailleurs. Et puis aussi les couloirs, donc ce qui va nous permettre de faire circuler, ces prospects, ces contacts, ces clients d'une pièce à une autre de notre maison. Là-dessus, il faut bien garder à l'esprit que même si vous êtes le meilleur commercial du monde, vous n'aurez pas forcément la chance de signer tout le monde tout de suite. Donc il est important de pouvoir faire évoluer vos prospects dans les différentes phases. On va se parler de la phase de découverte, qui est en fait le moment où la personne va découvrir votre univers, ce que vous pouvez proposer. La phase de considération, elle va commencer à vous considérer comme une potentielle réponse à son besoin. Puis finalement, la phase d'achat, le moment où elle est prête à passer à l'action et elle va choisir entre vous et vos potentiels concurrents. Donc important de garder à l'esprit que l'emailing et la démarche marketing au global va permettre de faire évoluer vos prospects d'une phase à une autre. Maintenant qu'on s'est dit tout ça, il est légitime de se poser une question qui est assez simple, qui est en fait, on commence par quoi? Le premier exercice que je vous propose aujourd'hui peut paraître assez bête et méchant, mais croyez-moi, ça vaut le coup de le faire. Ça fait plus de 3 ans et demi que je fais ce métier au contact d'entrepreneurs, d'indépendants, d'indépendantes, de dirigeants, de dirigeantes, en tout cas comme vous l'êtes aujourd'hui. Et le premier point d'ancrage qu'on veut fixer à tout ça, c'est l'objectif business sur lequel vous travaillez. La réponse à la question qu'on veut trouver ici, c'est qu'attendez-vous de votre activité en termes de chiffre d'affaires ou de revenus? Regardez-vous dans un miroir, en fait. Posez-vous la question. Concrètement, pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je suis prêt à investir du temps, de l'énergie, de l'argent pour le développement de cette activité? Et qu'est-ce qui concrètement va me permettre de définir cette réussite, en fait? Qu'est-ce qui est réussite? Qu'est-ce qui est objectif business? Qu'est-ce qui me met dans le vrai ou qu'est-ce qui me met dans le faux?
Une fois que vous avez répondu à cette question, c'est de lui donner une temporalité. En fait, c'est bien beau de se dire: «Bah, voilà, aujourd'hui, je fais 20 000 € de chiffre d'affaires. Dans un an, je veux en faire 50 000 ou je veux en faire 50 000». Mais si je donne pas de timing à tout ça, on avance, dans le flou. Donc posez-vous la question: d'ici combien de temps devez-vous atteindre votre objectif? Peut-être qu'autour de cette table digitalisée aujourd'hui, il y a des personnes qui sont encore en phase de lancement avec justement un suivi, par Pôle emploi. Donc ici, la temporalité, elle est assez claire, c'est que d'ici à la fin de vos droits Pôle emploi, vous souhaitez avoir créé une transition financière pour faire en sorte que vous n'ayez pas besoin de retourner au salariat une fois cette période de droit Pôle emploi terminée. Ce serait quand même dommage. Finalement aussi, de décomposer cet objectif business en fonction de la réalité de votre activité aujourd'hui, en fonction de vos paniers moyens, en fonction de la récurrence de vos prestations. Est-ce qu'on est sur un achat unique ou plutôt sur un achat régulier? De mesurer presque le panier moyen annuel de vos clients s'ils ont tendance à venir faire appel à vous régulièrement. Cette décomposition, elle va nous permettre de répondre à 2 questions. En fonction de l'objectif qu'on s'est donné, par exemple les 50 000 € de tout à l'heure, si mon panier moyen est de 1 000 €, en fait, je dois trouver 50 clients dans l'année. Donc ça, je vais le décomposer peut-être en mensuel, donc le diviser par 12. Ça va me permettre de me dire, OK, pour aller chercher mes 50 clients, j'ai besoin d'aller chercher 8 nouveaux clients par mois. Puis en fonction de ma capacité commerciale à convertir ces contacts en clients, si je transforme à 50%, j'ai besoin en fait de 100 contacts qualifiés dans l'année pour aller signer mes 50 clients. Et puis en fonction de ces 50 contacts et de la capacité commerciale de mon site à convertir un visiteur en contact, s'il est par exemple de 1%, j'ai besoin de 100 fois plus de visiteurs pour aller chercher mes 100 contacts. Encore une fois, divisez-le par 12 parce que c'est vrai que le ramener en annuel, ça peut faire un gros morceau, une belle montagne. Ici, on préfère fonctionner étape par étape, donc faire en sorte que vous puissiez gagner en maîtrise dans justement cette décomposition d'objectifs. Une fois qu'on s'est posé la question, de regarder justement concrètement, qu'est-ce qu'on veut au travers de cette activité, posez-vous la question aussi de qu'est-ce que vous êtes prêt à investir pour répondre à l'objectif business que vous êtes fixé. Plusieurs types de ressources que j'ai listées ici, il en existe d'autres. C'est non exhaustif. Je peux parler du temps, de l'argent, des compétences, des appétences, mais aussi des connaissances et réseaux. Pour vous donner un peu de cadre là-dessus, le temps, par exemple, est-ce que vous êtes à temps plein sur votre activité ou est-ce que vous êtes salarié à côté? Si vous êtes à temps plein ou salarié, de combien d'heures vous disposez de manière hebdomadaire ou mensuelle pour développer l'activité qui est la vôtre? En termes d'argent, de combien de ressources financières je dispose aujourd'hui pour répondre à l'objectif que je me suis fixé? C'est quelque chose qui peut paraître assez difficile à aborder. Pour vous donner une bille là-dessus, on dit en général qu'en marketing, il est essentiel, en tout cas raisonnable, d'aller investir jusqu'à 10% du chiffre d'affaires que vous attendez. Si je reprends mon exemple des 50 000 €, il peut être nécessaire, raisonnable, d'aller investir jusqu'à 5 000 € par an pour aller chercher ces 50 000 €. Les compétences, ce avec quoi je me sens à l'aise, ce avec quoi je me sens moins à l'aise. L'appétence, voilà, c'est toujours plus difficile de travailler sur quelque chose qui ne nous parle pas. J'ai souvent la discussion avec des clients, des prospects, qui me disent: «Bah, à titre personnel, je ne suis pas sur Facebook, je ne suis pas sur Instagram, je dois y être pour mon entreprise». J'ai toujours un peu de mal à l'entendre parce que concrètement, si c'est pas quelque chose qui vous parle, je sais que ça va être un peu difficile d'y aller, en tout cas de trouver de la régularité et l'audience risque, de le ressentir. Et finalement, vos connaissances et vos réseaux. Peut-être qu'autour de vous, vous connaissez des gens, des créateurs de sites, des rédacteurs de contenu, des personnes qui peuvent vous faire de la pub. Dans un contexte de lancement ou même de développement, ça peut être pertinent en tout cas d'aller interroger ces différentes personnes. Attention, c'est pas parce que ce sont vos amis, vos voisins, vos cousins, vos cousines qui travaillent bien, en tout cas qui travaillent suffisamment bien pour vous permettre de vous développer. En tout cas, c'est important d'avoir une bonne vision de ce qu'il est possible de faire autour de vous, des investissements business que ça peut demander et puis du retour sur investissement financier que vous pourrez aller chercher.
Je vous propose également d'étudier votre écosystème. Ça, normalement, vous avez pu ou dû le réaliser lors d'une étude concurrentielle, lors de l'établissement de votre business plan, de votre modèle économique, du travail que vous avez pu mener avec la CCI, la CMA, la BGE, en tout cas si vous avez été accompagné par l'une ou l'autre de ces structures dans le cadre de votre lancement. Mais avant de vous lancer dans cette construction stratégique, on veut avoir une étude précise de l'écosystème dans lequel on bosse. Premier niveau d'étude, c'est déjà la cible clientèle ou les cibles clientèles, ce qu'on appelle le persona en marketing que vous adressez et son comportement sur Internet. Si j'adresse des pros, ils sont peut-être plus sur LinkedIn. Si j'adresse des particuliers, peut-être plus sur Facebook et sur Instagram. Si j'adresse l'un ou l'autre et que je veux travailler sur le référencement de mon site, je veux réaliser une étude de mots-clés en fonction des prestations que je veux décliner, de la zone géographique dans laquelle je travaille, pour bien comprendre concrètement comment se comporte mon audience et quelle est la meilleure manière d'y répondre. Vos concurrents, vous avez sûrement de la concurrence, directe ou indirecte. Peut-être que si vous n'en avez pas, c'est d'ailleurs mauvais signe sur justement la réceptivité de votre audience à la proposition de valeur que vous proposez. Et puis finalement, de regarder comment eux se comportent sur Internet. Est-ce qu'ils font de la pub? Est-ce qu'ils font des réseaux sociaux, du LinkedIn, du Facebook, de l'Instagram? Est-ce qu'ils font du référencement? Si oui, qu'est-ce que ça peut leur apporter? En tout cas, d'avoir une idée de comment ils se comportent pour soit copier en toute gentillesse, soit se différencier. Si tout le monde part à droite, pourquoi pas tenter de partir à gauche? Encore une fois, je me répète, je n'ai pas l'occasion de regarder vos questions au fil de l'eau étant donné que j'ai la présentation sous les yeux, mais listez-les bien dans la partie questions dans le chat. Je me ferai un plaisir d'y répondre avec Camille en fin de cette présentation. Une fois qu'on a dressé cette analyse, cette étude de l'existant, à la fois pour nous, mais aussi pour nos ressources et l'existant, on va pouvoir commencer ensemble à construire votre stratégie. Ce que je vous préconise pour ne pas vous lancer tête baissée dans tout et n'importe quoi, c'est de la composer de 3 ou 4 priorités d'acquisition digitale maximum. Parmi toutes celles que j'ai pu lister depuis le début de cette présentation, le site internet, les réseaux sociaux, le blog, la publicité, l'emailing, la prospection, le développement de partenariats, ça fait trop en fait. On veut pouvoir choisir, arbitrer, piloter, savoir concrètement qu'est-ce qui a le plus de chances de nous apporter du retour. Cette stratégie, c'est aussi bien un plan de communication que de commercialisation, qu'un outil de gestion de projet. Encore une fois, je me répète un peu, mais ça vaut le coup d'être dit, on se fiche de la terminologie. Ce qui est important, c'est de savoir que ce qu'on se dit aujourd'hui va aussi bien vous servir à développer votre business que votre présence en ligne, qu'à piloter vos actions de communication jour après jour, en sachant précisément ce que vous devez mettre en place, pourquoi vous le mettez en place et quel retour vous en attendez. Je vous conseille, je vous préconise de le réaliser en 100% personnalisé. Ça veut dire que concrètement, ce n'est pas parce que votre voisin, votre cousine, euh, enfin qui que ce soit autour de vous qui a le même contexte d'activité que le vôtre va fonctionner de la même manière. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes objectifs, les mêmes ressources, les mêmes valeurs, la même approche. Tout ceci va vous permettre de vous différencier. Ce n'est pas parce que le voisin le fait d'une manière que vous devez exactement faire la même chose. Sinon, d'ailleurs, vous risquez de vous exposer à sa concurrence directe. Puis finalement, détailler cette stratégie. Là, on en vient à cet outil de gestion de projet, mais de lui donner des dates de réalisation, des métriques clés associées à chaque priorité, l'investissement requis versus le retour sur investissement que vous allez en attendre. Encore une fois, pour bien piloter, pour bien arbitrer, il est nécessaire de savoir concrètement ce que vous allez mettre en œuvre pour mettre un maximum de chances de réussite de votre côté avant même d'avoir mis la charrue avant les bœufs. Je vous donne un petit exemple pratico-pratique ici pour illustrer tout ce qu'on vient de se dire de manière plutôt théorique. Ça doit concerner une partie de ceux qui sont là aujourd'hui. Vous êtes dans un contexte de lancement et vous cherchez vos premiers clients. Le premier actif marketing sur lequel je vous propose d'agir, c'est de capitaliser sur vos réseaux. Vous allez en fait là-dessus rassembler vos contacts au sein d'un fichier Excel ou d'un outil CRM. Ça, c'est vous qui choisissez en fonction du volume que vous allez décliner là-dessus, mais aussi de le segmenter. Ça veut dire que concrètement, on ne va pas s'adresser de la même manière à un dirigeant qu'à une dirigeante, qu'à un indépendant, une indépendante ou à un entrepreneur.
Ça, ce sont les différentes cibles clientèle qu'on adresse chez nous, au même titre que les responsables communication ou responsables commerciaux. Segmenter tout ça pour avoir une vision bien concrète de sur mes 200, 300, 500 contacts, qui est qui fait quoi et comment je vais m'y adresser. Vous allez ensuite commencer à créer un ou plusieurs types de mails, modèles de mails, que vous allez ensuite pouvoir personnaliser en fonction des segments que vous allez travailler. Puis ensuite, vous allez envoyer vos premières campagnes et analyser les résultats que vous allez obtenus. Vous allez ensuite appeler potentiellement soit les contacts qui vous ont répondu ou soit les contacts les plus intéressants, les plus prioritaires, ceux qui avaient le plus de chances de vous apporter du retour sur investissement pour ensuite aller du plus important au moins important. Un deuxième exemple juste pour le plaisir, parce que j'ai conscience que vous n'êtes pas tous en phase de lancement et vos retours sur le chat en attestent. Vous êtes en activité depuis quelque temps, vous avez déjà capitalisé sur vos réseaux et vous avez besoin d'aller plus loin. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre en place une stratégie qui va nous permettre d'aller acquérir de nouveaux contacts, de nouveaux prospects, donc de nouveaux clients. Ici, ce que je pourrais éventuellement vous préconiser, c'est de créer un site internet. Mais avant de vous lancer dans la construction de ce site, de vous poser la question de l'arborescence, de l'étayer avec une étude de mots-clés ou une analyse de la concurrence. Puis de vous poser la question de comment vous allez attirer du trafic sur ce site internet. Ici, on peut parler de cette stratégie de contenu, aussi bien dédiée au blog qu'aux réseaux sociaux, avec la ligne éditoriale que vous allez décliner avec les volumes de recherche associés à chacun de ces mots-clés. Puis d'animer votre base de contact déjà constituée et qui va continuer à grandir avec de l'emailing, soit de la newsletter, soit de l'email automatique pour aller chercher un maximum de retours. Point de vigilance essentiel ici. Chaque priorité n'existe que parce qu'elle est liée aux autres priorités. Encore une fois, je ne veux pas vous vendre une réalité dans laquelle un site pourrait se suffire à lui-même. Un site seul ne sert à rien. S'il est mal référencé, s'il n'y a pas de visiteurs, vous aurez pu créer le plus beau site internet qui soit. Si personne ne vient dessus, c'est comme si vous aviez une très belle boutique perdue au milieu du désert. Comme du référencement naturel ou payant avec un site qui ne convertit pas, concrètement, ça ne sert à rien. Ça veut dire que vous allez attirer des visiteurs sur un site qui n'est commercialement pas légal de ce que vous en attendez. Donc, vous allez juste générer de la déperdition financière ou temporelle et ce serait quand même dommage que ça se passe comme ça. Maintenant qu'on a construit justement cette stratégie, en tout cas qu'on sait concrètement ce sur quoi on va avoir envie de travailler, le site internet, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou LinkedIn, les métriques clés associées à chacune de ces priorités, mais aussi le retour sur investissement en tout cas que vous allez en attendre, on va se poser la question de la mise en place opérationnelle de cette stratégie. Première possibilité, une fois que vous avez votre plan d'architecte sous les yeux, c'est de le mettre en place en toute autonomie. Donc de dire, OK, je vais décliner ces différentes actions et avec le suivi stratégique, je vais pouvoir voir concrètement ce que ça m'apporte et en quoi ça me permet de répondre aux objectifs business qui sont les miens. Vous pouvez aussi, sachez-le, être accompagné. Il existe des tas de manières d'être accompagné. Je parlais tout à l'heure de la CCI, de la CMA. Camille avait l'occasion de parler de programmes France Relance ou de Tous en ligne maintenant. On peut aussi, dans le cadre de NeoCamino, proposer cette solution d'accompagnement avec le coaching, l'outil et le suivi pour mettre en place ce qui doit l'être. Ou même de la formation. Il existe des tas de formations. Les actions Folie Web en font partie. Et il existe plein de solutions pour justement monter en compétence là-dessus. Vous pouvez aussi choisir de déléguer tout ou partie de votre plan d'action, de votre feuille de route, en disant, voilà, sur le site internet, je me rends compte que c'est un travail de pro, que ça me demanderait énormément de temps ou d'argent que de mettre en place tout ça. Donc, j'ai besoin de trouver un bon équilibre entre ce que je peux déléguer à un professionnel, le retour que je vais en attendre et surtout la temporalité à donner. Encore une fois, un point d'attention, un gros signal ici, ne pas vous lancer tête baissée dans une formation ou dans ce que j'appelle une réponse opérationnelle métier. Je veux un site, créez-moi un site, ou je veux du référencement, faites-moi du référencement, sans avoir validé en amont l'opportunité business à saisir
et son caractère prioritaire dans le contexte business dans lequel vous vous trouvez. Gardez à l'esprit que dans la jungle du digital, un créateur de site vous vendra un site. Un référenceur vous vendra du référencement. Un publicitaire vous vendra de la pub. C'est normal, c'est leur métier. Ce qui vous intéresse, vous, en votre qualité d'entrepreneur, d'indépendant, de dirigeant, c'est la prise de hauteur stratégique. C'est de dire concrètement en quoi ces profils vont me permettre de répondre aux objectifs business que je me suis fixés et en quoi j'ai besoin de le faire aujourd'hui, plus tard, en étant accompagné, suivi, délégué ou quoi que ce soit, avec les ressources que ça implique et avec le retour que j'en attends. Si vous n'avez pas les retours à ces questions, je peux vous le dire dès aujourd'hui, vous prenez un risque énorme d'être déçu et donc de perdre du temps, de l'argent, de l'énergie pour ensuite vous réveiller dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois pour vous rendre compte que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Gardez à l'esprit que le référencement naturel, par exemple, il faut attendre peut-être 3, 6, 8 mois avant de constater les premiers effets des actions que vous menez aujourd'hui. Donc si moi je consens de l'énergie, du temps sur des actions pour me rendre compte dans 6 mois que j'ai fait de la merde, et ben en fait, concrètement, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'énergie, j'ai perdu de l'argent et d'autant plus, j'ai décalé de 6 mois l'échéance de réussite de ma structure. Si je reprends l'exemple de Pôle emploi tout à l'heure et que j'ai 1 an de droit Pôle emploi, bah avec ces 6 mois de perdus, je viens de perdre la moitié de mes droits Pôle emploi et donc potentiellement, il ne me reste plus que 6 mois pour créer cette transition financière. Au fil de l'année, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, maintenant qu'on a construit cette stratégie, maintenant qu'on a mis en place les actions, c'est bien beau, mais encore une fois, je le disais tout à l'heure, personne n'a de boule de cristal, personne n'est en capacité de vous dire avec la plus infime précision le retour concret que vous allez obtenir. Ce qui est essentiel ici, c'est de vérifier au fil de l'eau l'atteinte des objectifs business que vous êtes fixés, mais aussi des métriques clés associées à chacune de vos priorités. Je prenais pour exemple tout à l'heure le taux de conversion de votre site internet, 1%, 2%, 3%, 5%. Vous l'avez fixé en initial de par votre modèle économique, la concurrence en place et la performance sur votre secteur d'activité. Mais il est essentiel d'aller le mesurer dans la pratique. Pour rappel, le taux de conversion, c'est le nombre de contacts ou le nombre de ventes que vous générez sur un total de 100 visiteurs uniques. De faire évoluer tout ça au fil de l'eau et en fonction des résultats obtenus. Comme je l'indique juste en dessous, rien n'est gravé dans le marbre. C'est pas parce qu'aujourd'hui on passe du temps sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, qu'on est condamné à le faire sur le même modèle toute l'année. L'essentiel, au contraire, c'est de se garder ce que j'appelle cette capacité de rebond, cette prise de hauteur, pour vous dire bah, concrètement, je me rends compte que mon site ne répond pas aux objectifs que je m'étais fixés. Je vais prendre de la hauteur, m'intéresser à pourquoi en fait, je n'ai pas le résultat attendu. Est-ce que c'est mes visiteurs qui ne sont pas qualifiés? Est-ce que c'est mon site qui n'est pas correctement optimisé pour convertir? Et comment je peux agir aujourd'hui pour mieux préparer demain? Ensuite, je vous ai mis une petite phrase d'Einstein. La folie, c'est de répéter les mêmes erreurs et d'espérer des résultats différents. Ça peut paraître un peu bête et méchant, mais vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui m'indiquent mettre en place les mêmes actions depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, même si ces dernières ne permettent pas de répondre aux objectifs fixés, et de finalement pas ou peu se poser la question de qu'est-ce que je pourrais faire différemment pour avoir des résultats différents. Je prends souvent l'exemple à ce stade des réseaux sociaux. Pareil, vous n'imaginez pas le nombre de fois où les personnes me disent bah, j'agis sur Facebook et sur Instagram. Moi, je leur pose la question, bah, super, concrètement, vous faites quoi? Bah, je publie 1, 2, 3 publications par semaine. Ouais, ça doit vous demander du temps. Ah oui, oui, j'y passe 1 heure, 2 heures, 3 heures par semaine. Quel résultat vous en obtenez? Bah, vous seriez surpris de savoir que souvent le résultat est proche du zéro. Et puis finalement, bah, je leur pose la question, comment vous en êtes venu à la conclusion de passer 1 heure, 2 heures, 3 heures par semaine sur les réseaux? Bah, si on fait le calcul au mois, ça passe à 12 heures. Si on fait le calcul à l'année, c'est encore plus démentiel pour un résultat proche du zéro. La réponse qu'on me fait souvent, c'est bah, je suis sur les réseaux sociaux parce qu'il faut y être, parce que tout le monde y est, parce qu'on m'a dit d'y être. Bah, je préfère balayer tout ça du revers de la main.
on ne doit pas être sur le réseau social si on n'a pas d'opportunité business à aller chercher. On n'est pas tous ensemble réunis autour de cette table parce qu'on veut devenir community manager ou expert en communication digitale. Ça se saurait, vous seriez peut-être à ma place en train de faire cette démonstration aujourd'hui. Et peut-être même si vous voulez être community manager, peut-être que votre présence sur les réseaux sociaux n'est pas la bonne manière de développer votre clientèle, donc de trouver des clients. Donc, essentiel toujours d'avoir cette prise de hauteur un petit peu omnisciente, de dire, OK, mais en fait, est-ce que je suis vraiment en train d'aller dans la bonne direction ou est-ce que je ne suis pas en train de me fourvoyer? Quelques petites astuces en plus. Je sais d'expérience voilà, que l'entrepreneur a tendance à être autodidacte. On a envie d'apprendre par nous-mêmes, de mettre en place un certain nombre de choses, de tester, d'itérer, de voir les résultats concrets que ça nous apporte. Gardez à l'esprit que ça peut être un très bon point, hein, c'est une bonne chose d'être autodidacte, mais c'est aussi très piégeux. Je parlais tout à l'heure justement de cette temporalité d'objectif. Si on est autodidacte trop longtemps, ben, on risque d'être autodidacte dans le salariat et ce serait quand même dommage. Donc gardez toujours voilà, cette prise de hauteur qui est de dire qu'en bon père de famille de votre activité, il est essentiel aussi de pouvoir se dire parfois, bah, j'ai besoin d'être accompagné, suivi, d'avoir des personnes pour répondre à mes questions pour éviter de me lancer tête baissée dans un mur qui peut être rédhibitoire dans le lancement de mon activité ou même dans sa pérennité dans le temps. Mutualisez vos efforts pour obtenir un maximum de résultats. Je prenais tout à l'heure un certain nombre d'exemples. L'article de blog en est un excellent. Typiquement, si demain vous passez 1 heure, 2 heures, 3 heures à la rédaction d'un contenu, bah, en amont, comme je le disais tout à l'heure, réalisez une étude de mots-clés pour vous assurer que vous êtes en train de construire et de rédiger le contenu le plus pertinent, en tout cas celui qui intéresse le plus votre audience. Puis finalement, diffusez-le à une plus large audience. Utilisez la newsletter, les réseaux sociaux, votre blog, potentiellement vos actions de prospection pour diffuser via 4, 5, 6 canaux de diffusion ce même contenu que vous n'avez rédigé qu'une fois. Ça veut dire que pour 2-3 heures d'investi dans la rédaction de mon article, je vais finalement pouvoir lui donner libre cours dans sa capacité de communication et commerciale via les différents leviers que j'ai pu évoquer. Petit conseil suivant, gardez à l'esprit que peu importe votre activité, et Dieu sait que j'en ai vu en 3 ans et demi, le digital reste une excellente porte d'entrée commerciale, un excellent premier point de contact. On n'a pas la chance, vous et moi, il n'y a que 24 heures dans une journée, il n'y a que 7 jours dans la semaine et encore, on ne bosse pas les 7 jours. Il faut bien dormir la nuit, d'aller rencontrer en direct, via du porte-à-porte ou de la prospection, toutes les personnes qui pourraient potentiellement demain devenir nos clients. En plus, sachez que les pratiques commerciales ont évolué. Là où avant, on voyait beaucoup de prospecteurs, pieds dans la porte, qui cherchaient absolument à vous engager sur un produit fini. Aujourd'hui, le scope s'est inversé, notamment grâce au digital. On préfère se poser une question, y trouver la réponse et y trouver finalement le professionnel qu'on juge le plus à même de pouvoir y répondre. C'est dans cette équation business-là que vous trouvez le maximum de réussite pour vous mais en même temps le plus de sens dans votre activité. Parce que si c'est pour passer la semaine à prospecter et à faire du porte-à-porte, ben, concrètement, retournez au salariat et devenez commercial. A priori, en tout cas, vous avez vos billes là-dedans. Et finalement, un point important qui m'est souvent relevé par l'une de mes collègues, pensez radin malin. En fait, ce qu'on veut construire ici, c'est si vous ne disposez que d'1 heure ou que d'1 euro dans votre portefeuille, quelle est la meilleure manière de l'utiliser? Une fois que vous aurez la réponse à cette question, vous serez en capacité de le faire pour 10 euros, pour 100 euros, pour 10 heures, pour 100 heures de travail. Pourtant, tant que vous n'avez pas la réponse pour 1 euro et pour 1 heure de votre temps, bah, potentiellement, vous allez la perdre et vous allez aller dans le mur. En tout cas, vous prémunir de cette qualité justement de rebond, cette capacité de rebond que j'évoquais tout à l'heure, bah, de se rendre compte qu'on n'a pas la science infuse, on n'est pas en capacité de mettre en place ce qui doit l'être à chaque fois. Donc, on doit prendre justement ses dispositions pour s'assurer dans quel sens on va. J'en ai fini de cette proposition, en tout cas de cette présentation. Ce que je vous propose maintenant, bah, c'est peut-être de prendre un temps avec Camille, si elle est encore parmi nous, pour bah, qu'on puisse éventuellement répondre à vos différentes questions que vous avez pu lister dans le chat. Continuez hein, Ouais. de nous les poser, comme ça on s'est laissé, bah, je crois, un bon quart d'heure pour pouvoir y répondre.
Donc ce quart d'heure vous appartient plus qu'il nous appartient. Allez-y et puis sentez-vous libre de nous poser toutes vos questions. Alors, Paul, première question de Seb. Levier d'acquisition prévisible. Peut-on vraiment connaître le nombre de clients générés par une action marketing au niveau du business plan, pardon? Alors, oui et non. Comme je le disais tout à l'heure, pas de Madame Irma, pas de boule de cristal. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est de connaître les ordres de grandeur. Ça veut dire que certains leviers d'acquisition ont beaucoup plus de chances de nous apporter du retour que d'autres. Si je prends par exemple les leviers d'acquisition publicitaires, si on a une possibilité d'action sur la régie Facebook, Instagram, LinkedIn ou Google, bah, va se poser la question pour chacune de ces régies, quel est le coût par clic, quel est le niveau d'intentionnalité commerciale qu'on peut aller chercher et du coup finalement quel est le coût d'acquisition qu'on va pouvoir obtenir sur chacun de ces leviers. Pour les différentes régies, ça va vous donner un ratio. 1 pour 2, 1 pour 3, 1 pour 4, 1 pour 5 et 1 pour 10. Bah, vous l'aurez compris, le ratio de 1 pour 10 présente celui qui a le plus de chances de nous apporter du retour. Donc c'est là-dessus qu'on va vouloir placer nos billes. D'accord. J'espère que ça répond à la question. Éventuellement, bah, si ça fait naître d'autres questions, allez-y. Je suis là pour y répondre. Nous avons une autre question de Seb qui a été eu un petit plus en plus. Au niveau de la fondation du site internet, que faut-il prévoir au moment de sa création pour cela? Alors, eh ben, dans un premier temps, déjà, vous posez la question du type de site internet que vous allez pouvoir construire en fonction du retour business que vous allez en attendre. Concrètement, en fonction de votre modèle économique, va se poser plusieurs questions. On a parlé tout à l'heure du site vitrine. Si notre site n'a pas vocation à vendre en direct, mais plutôt à générer des contacts. D'un site e-commerce, si le site a vocation à vendre en ligne, ou même d'un site catalogue, si ce dernier a plutôt vocation à mettre en avant un catalogue produit auprès d'une audience professionnelle pour ensuite générer des contacts, des demandes de devis, des demandes de chiffrage et ensuite reprendre la main commercialement parlant. Ce qu'il faut prévoir, à mon sens, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc une analyse concurrentielle, une étude de mots-clés, une analyse de l'écosystème, donc savoir concrètement ce qu'on peut attendre en termes de retour. Et puis finalement, en fonction de ces différentes réponses, vous allez pouvoir construire votre arborescence, donc le nombre de contenus que vous allez décliner. Là-dessus, gardez à l'esprit une méthode assez simple. On veut une page par mot-clé, par appel à l'action, pour que chaque page commercialement se suffise à elle-même. Et puis finalement, ça va aussi vous permettre de savoir vers quelle solution vous allez vous projeter. Est-ce qu'on peut utiliser Jimdo, Wix, WordPress, Shopify, PrestaShop? Est-ce qu'on doit développer un site dans le dur? En tout cas, c'est un ensemble de questions auxquelles vous devez absolument répondre avant de vous lancer dans la création de ce site et même de savoir si vous avez intérêt de le faire vous-même ou de le déléguer à un professionnel. J'espère que ça répond à la question. Merci beaucoup. Une nouvelle question du coup sur Google Metrics. Quelle est son utilité? Est-ce que ça mesure la performance et la structure du site internet? Plus c'est haut, mieux le référencement SEO est bon. Et comment faire pour avoir une note optimale Google Metrics? Beaucoup de questions en une. Beaucoup de questions en une. En plus, on rentre, à mon sens, beaucoup dans la technique. L'idée, c'est toujours d'avoir cette prise de hauteur. Google Metrics, comme Google Analytics, comme votre site, comme vos réseaux sociaux, comme votre pub, ce sont des outils. Effectivement, son utilité, ça va être de mesurer la performance de votre site internet avec effectivement quelques métriques. Moi, je vous conseille de ne pas trop vous éparpiller, de regarder vraiment les métriques clés. Donc, le nombre de visiteurs uniques, d'où viennent ces visiteurs, et puis aussi la capacité commerciale de votre site à convertir ces visiteurs en contacts en fonction des canaux d'acquisition que j'ai pu énumérer. Ce sont des outils professionnels. Sachez qu'il y a des personnes qui passent leur journée entière à travailler sur le Metrics ou sur l'Analytics. Il y a des milliers et milliers d'indicateurs. Donc pour vous, je vous propose vraiment de vous concentrer sur l'essentiel pour vous assurer justement de la performance que vous en attendez. Effectivement, pour répondre à la fin de la question, plus c'est haut, plus le référencement est bon. En tout cas, plus vous allez donner à Google l'information que vous êtes un bon élève. L'exercice que je préconise souvent là-dessus, c'est de vous mettre dans les bottes de Google. Quel est le modèle économique de Google? D'apporter toujours la meilleure réponse possible à une question donnée. Si vous êtes cette meilleure réponse possible, Google va vous valoriser. Il va vous mettre en tête de liste. Si vous êtes une mauvaise réponse, il va vous pénaliser.
Et puis finalement, comment avoir une note optimale? Plusieurs choses ici, là-dessus. Déjà, moi, je prendrais un peu de hauteur vis-à-vis de tout ça et on se poserait la question du référencement au global. Trois aspects, la technique, donc la manière avec laquelle a été construite votre site internet. Là-dessus, ce que je vous invite à faire, c'est à vous inscrire via ce que je vous enverrai ou ce que Camille vous enverra tout à l'heure pour qu'on puisse vous envoyer aussi un audit, une évaluation technique de votre site internet et que sur ce premier pilier de référencement, vous ayez une réponse. Deuxième point, c'est le contenu, donc la manière avec laquelle a été construite votre site sur les mots-clés sur lesquels vous souhaitiez être référencé. Et troisième point, c'est la note de confiance Google, qui est cette note optimale aussi Google Metrics, qui est en fait le score d'autorité qui vous est donné par Google vis-à-vis de ce qu'on appelle le netlinking, qui est le bouche à oreille du digital, les liens entrants et sortants qui vont pointer vers votre site Internet. En gros, si un gros site Internet qui existe depuis 10 ans est prêt à intégrer un lien de votre site dans son site, Google va se dire, si le site qui existe depuis 10 ans et à qui je fais déjà confiance est prêt à prendre ce risque, mécaniquement, je peux valoriser le référencement de ce nouveau site. Très bien. Merci beaucoup. Une question de Yannick. Comment est-ce qu'on réalise une étude de mots-clés? Alors, comment on réalise une étude de mots-clés? Il y a pas mal de manières de le faire. Premièrement, ça va dépendre de où vous en êtes concrètement aujourd'hui. Il existe un certain nombre d'outils. Google en possède certains. Sinon, vous avez Ubersuggest. Sinon, vous pouvez tester directement dans Google, justement, en tapant les mots-clés sur lesquels vous souhaitez être référencé, de voir justement déjà le nombre de réponses que vous allez obtenir, donc le nombre de personnes qui se sont référencées là-dessus, et de descendre même tout en bas pour voir justement les mots-clés suggérés en fonction justement de tout ça. Là-dessus, ce que je vous engage plutôt à faire dans le cadre de la réalisation d'une étude de mots-clés, c'est de faire appel à des outils professionnels comme Ubersuggest pour en tout cas valoriser tout ça, toujours en le challengeant vis-à-vis des ressources dont vous disposez. D'accord. Merci pour cette réponse. Comment mettre en place une stratégie marketing lorsqu'on part de rien? On est créateur d'entreprise qui développe son site internet, donc une source de revenus sous forme d'abonnement. Je trouve que la réponse est dans la question. En tout cas, dans un premier temps, pour répondre à la question, cette stratégie marketing, elle va partir de vous. Donc, de cette définition d'objectif et de ce travail sur la cible clientèle que vous adressez. Concrètement, comment elle se comporte en fait. De regarder aussi si vous avez de la concurrence directe ou indirecte pour finalement vous positionner là-dedans. Et puis, j'en ai parlé tout à l'heure, dans le cadre d'un lancement, ce qui est essentiel, c'est aussi de capitaliser sur vos ressources existantes. Vos premiers clients, vos premiers contacts, ce sont vos proches en fait, vos cercles de relations, 1, 2, 3, donc vos proches de proches, etc., etc. Ce sont vos premiers partenaires, prescripteurs, contacts, clients. Donc, pour construire cette stratégie marketing dans le cadre d'un lancement, avant de vous lancer justement dans le développement de votre site internet avec cette source de revenus sous forme d'abonnement qui est en fait votre modèle économique final, dans un premier temps, ce que vous voulez comprendre, c'est à qui vous vous adressez, c'est ce que vous attendez vous en termes de retour. Est-ce que je veux 1 000 euros, 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 euros par mois et d'ici combien de temps? Comment se comportent mes concurrents et ma cible clientèle et du coup, quelle est la meilleure réponse à leur apporter? Il faut toujours garder à l'esprit que votre site, votre présence sur les réseaux sociaux, même votre stratégie marketing globale n'existe que parce qu'elle répond aux besoins des personnes que vous avez en face de vous. Vous et moi, peut-être qu'on n'est pas du tout la cible clientèle qu'on adresse. Donc, en fait, plutôt que de se poser la question à nous-mêmes et de se regarder dans le miroir, en fait, on a envie de renverser le projecteur et d'aller interroger les personnes qui seraient nos clients demain. D'accord. Merci beaucoup. Quand tu auras fini ta gorgée. Yannick nous demande quels outils tu conseilles pour tester son site, noter de notes de confiance au niveau du freemium, du payant, toutes ces choses-là. Alors, je parlais tout à l'heure de l'audit SEO NeoCamino, donc sur les aspects purement techniques. Après, vous avez plein d'outils différents. Encore une fois, l'analytics peut être pas mal. Tout à l'heure, on parlait de Metrics aussi. On peut utiliser, nous, on utilise SEMrush, qui est un outil qui est plutôt pas mal, en tout cas dans une première version gratuite. Ça peut vous permettre d'aller tester votre site, de découvrir justement votre note de confiance. Sur le passage au payant, c'est un peu cher. En tout cas, si vous n'êtes pas une agence de com digitale, ça vaut peut-être pas le coup
de le payer, mais en tout cas, dans sa version freemium, ça peut permettre d'utiliser tout ça et puis d'avoir les réponses à vos questions. Mhm. Donc, vous aurez la note de confiance et puis les différentes métriques clés associées et vous pouvez même le faire pour le site de vos concurrents. D'accord. Hop. Une question d'Anthony. Certaines personnes tiennent à faire des choses par elles-mêmes dans un souci d'économie. N'est-ce pas contre-productif? Le fait de déléguer engendre naturellement un coût, mais n'est-il pas vite amorti dans le cadre d'un support publicitaire optimisé, par exemple? Ça répond à la petite astuce dont je parlais tout à l'heure. Méfiez-vous de votre côté autodidacte. En fait, effectivement, il y a un sujet et on en revient à l'équilibre et à cette construction stratégique, de positionner le bon curseur au bon endroit. En fait, est-ce que le souci d'économie ici est vraiment le bon souci ou pas? Si on se rend compte, par exemple, en construisant une stratégie qu'en investissant 1 euro, vous pouvez aller chercher 10 euros de revenus nets dans votre poche. En fait, pour moi, l'essentiel, c'est de le savoir pour ensuite pouvoir arbitrer. Il n'y a pas de réponse toute faite à la question d'Anthony. Le vrai secret, la vraie réponse, et c'est pour ça que je prends l'analogie du plan d'architecte ou de la recette de cuisine, c'est la personnalisation. À côté de ça, et en fait, je vois même deux questions dans la question d'Anthony, et c'est intéressant de la prendre comme ça. Il y a aussi le niveau de délégation et de professionnalisation à qui on va faire appel. Je prenais tout à l'heure l'exemple des connaissances et des réseaux. Typiquement, si c'est un ami, un cousin, une cousine qui vous crée votre site, peut-être que ça va vous coûter beaucoup moins cher, mais ça va vous demander du temps. Si c'est pour vous rendre compte dans 6 mois que le travail a été mal fait et que vous avez besoin de tout refaire, il n'y a rien de plus coûteux que de mettre en place quelque chose qu'on va devoir avoir besoin de déconstruire pour reconstruire. Je sais plus, il y a une petite phrase aussi qui tourne pas mal sur LinkedIn qui dit que ce qui coûte vraiment cher, c'est de faire appel à un mauvais professionnel plutôt que d'avoir fait appel directement à un bon professionnel un peu plus cher, mais qui lui vous permettra d'aller chercher de la rentabilité. Et pour finir sur la question d'Anthony, effectivement, sur les supports publicitaires, donc dès qu'il y a de l'argent qui sort directement de votre portefeuille pour faire de l'acquisition, je vous conseille vraiment de faire appel à un pro au risque de faire un trou dans votre portefeuille et de regarder l'argent s'écouler. Super, merci beaucoup. On a encore des questions. Quel est le délai max en mois à attendre pour mesurer l'impact d'une action marketing, pardon? C'est une très bonne question et la réponse sans surprise est ça dépend. Ça veut dire que concrètement, il y a des actions marketing qui apportent du résultat tout de suite. On parlait d'actions publicitaires à l'instant, on peut parler d'actions de prospection LinkedIn, on parlait tout à l'heure de campagnes d'emailing. Ça, ce sont des actions qui doivent vous apporter du retour dès qu'elles sont mises en place. À côté de ça, vous avez des actions de communication, marketing, plus moyen-long terme. Je parlais du référencement naturel tout à l'heure. On peut parler de la construction d'une communauté via les réseaux sociaux, ou même de la mise en place voilà, de la recommandation, du bouche à oreille avec de l'emailing. En tout cas, voilà, il n'y a pas de délai max, il n'y a pas de délai mini. L'important, c'est peut-être même d'avoir la vision des deux. En quoi l'investissement initial court terme sur une action publicitaire sera valorisé demain par une transition naturelle que vous allez pouvoir créer avec du référencement naturel, par exemple. Ok, d'accord, super, merci beaucoup. Est-ce que tu peux revenir un peu sur la prestation de Camino? On a eu quelques questions par rapport aussi à ça. Ouais. Et bah, du coup, donc nous, Néo Camino, depuis 10 ans, notre métier, c'est donc d'aider et d'accompagner des petites structures dans le développement de leur business par le biais du digital. Dans un premier temps, du coup, notre premier métier, c'est de vous aider à répondre à la question qu'on s'est posée ensemble aujourd'hui. Donc, vous nous consultez sur un objectif business, chiffré en général. Si je reprends l'exemple du passage de 20 000 à 50 000 euros, ben, concrètement, qu'est-ce que je dois mettre en place pour passer de l'un à l'autre? Là-dessus, ce qu'on va vouloir construire avec vous, c'est prendre 2 à 3 heures de votre temps répartis sur 15 jours pour construire ensemble cette stratégie. La réponse à la question qu'on veut trouver ici, c'est si on était à votre place, voilà ce qu'on ferait, en respectant bien évidemment les ressources dont vous disposez, en termes de temps, en termes d'argent, en termes de compétences, mais aussi l'analyse concurrentielle des forces en présence et la temporalité de l'objectif sur lequel vous bossez. J'en reviens à la question précédente. On va étudier aussi les leviers d'acquisition en fonction de quand est-ce que vous avez besoin d'obtenir du retour. Donc ça, c'est le premier métier de Néo-Camino. À la suite de ça, on peut aussi vous accompagner avec du coaching, un outil et un suivi. Donc l'outil, c'est une solution tout en un
qu'on a créé pour justement mettre en place un CRM, une étude de mots-clés, connaître l'indicateur de confiance de votre site, le brancher Analytics, rédiger des contenus, publier, poster et programmer sur vos réseaux sociaux, avoir un CRM, avoir de l'emailing, enfin en tout cas que vous ayez tout ça en une seule et même interface et un suivi stratégique pour mettre en place ce qui doit l'être au fil de l'eau avec vous et surtout s'assurer de la bonne tenue de la feuille de route et de l'atteinte des objectifs sur lesquels on bosse. Et troisième vitesse, parce que potentiellement, à l'issue de la stratégie, il est possible que vous me disiez, Paul, moi je préfère que mon site soit réalisé par un professionnel, par Neocamino en l'occurrence, ou que les actions publicitaires soient gérées par un pro parce que ça mobilise du budget qui sort de mon portefeuille. À ce moment-là, on sera en capacité de vous faire une proposition qui soit étayée en fonction des ressources financières dont vous disposez pour répondre à l'objectif que vous vous êtes fixé, tout en ayant validé en amont l'opportunité business sur laquelle on travaille. D'accord. J'espère que ça répond à la question. Dans tous les cas, ce que je préconise à toutes les personnes qui se posent plus de questions sur la stratégie, sur le digital, sur Neocamino, prenez rendez-vous, posez-nous les questions, on se fera un plaisir de vous répondre, même si vous avez juste besoin de conseils, de remarques, d'une prise de hauteur. Enfin, il n'y a rien d'engageant, on se parle d'un rendez-vous gratuit, offert, dédié justement à des petites entreprises pour leur permettre de progresser. Donc sollicitez-nous et on vous apportera les meilleures réponses possibles. Oui, tout ça par le kit satisfaction. Si vous voulez, vous nous dites dedans, on veut être contacté par Paul ou par nos Camino, on leur fera passer le message dans tous les cas. On a une question aussi rapport au fait de déléguer, encore une fois, à une agence donc, de marketing ou peut-être nos Camino par exemple. Est-ce que l'on peut prédire via la personnalisation de la stratégie de marketing le taux de retour, donc 1 € dépensé pour 10 € de chiffre d'affaires? Tout à fait. C'est même la seule raison d'être d'une stratégie marketing, de ce fameux plan d'architecte, de ces fameuses recettes de cuisine, de savoir Mhm. dans quel ordre de grandeur vous allez vous positionner. Attention, encore une fois, pas de Madame Irma, pas de boule de cristal, quelqu'un qui peut vous dire 1 pour 10 de manière certaine, à mon sens, il prend le risque de se tromper. Ce qui va nous intéresser surtout, ça va être de l'optimiser en fait, de le challenger dans la pratique. Typiquement, nous, quand on travaille sur une campagne de publicité, dans la stratégie, on va présenter le retour sur investissement attendu, mais tout en ayant pris toutes les mesures les plus conservatrices possibles. On préfère sous-promettre pour surdélivrer. Donc, vous présentez un retour sur investissement de 1 pour 5, alors que dans la pratique, on ira chercher le 1 pour 10. D'autant plus qu'il faut garder à l'esprit que tout ceci mérite d'être optimisé dans le temps aussi. Sur une action publicitaire, par exemple, on considère qu'il faut en moyenne 3 mois pour optimiser parfaitement une campagne. Ça veut dire que pendant ces 3 premiers mois, le retour sur investissement que vous obtiendrez ne sera peut-être pas l'égal de ce que vous en attendiez en initial, mais qu'en fait, on va tendre vers cette métrique et vers une optimisation à terme. Mais en tout cas, pour le rapport du 1 pour 10, ça s'applique à tout en fait. Globalement, si vous cherchez 50 000, investir 5 000 pour aller le chercher, c'est raisonnable, c'est un bon deal. Votre expert comptable l'achète, votre banquier l'achète aussi, et ça vous permet en tout cas de vous projeter avec plus de sérénité là-dedans. D'accord. Par rapport au fait d'avoir des retours, tout ça, lorsque l'on lance son site, est-ce qu'on doit faire des tests au lancement, puis J plus un mois, etc. Tout à fait. En fait, le cœur de tout ça, c'est justement de pouvoir le vérifier en fait dans la pratique. Alors, attention à ne pas aller trop vite non plus. Une période de référence à J+1 sera sûrement un peu trop courte. Peut-être un mois, c'est déjà une bonne période pour itérer, pour voir justement les résultats concrets que vous avez pu obtenir là-dessus. Mais en tout cas, ouais, garder cette prise de hauteur, de dire OK, comment convertit mon site, combien de visiteurs il va chercher, quel est le parcours le plus clair à proposer, et puis peut-être même, encore une fois, de poser la question à vos utilisateurs, donc vos proches, des personnes qui vont tester, vos premiers clients, vos premiers contacts, vos premiers prospects. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Est-ce que l'expérience sur le site est claire, fluide, limpide, ou est-ce qu'elle mérite d'être travaillée? Oui, de toute manière, le digital et tout ce qui est site internet, c'est constamment challengé pour tout le temps le faire évoluer. C'est ça, c'est de l'amélioration continue en fait. Donc il y a, comme je le disais tout à l'heure, rien de gravé dans le marbre. L'idée, c'est vraiment de se garder toujours cette prise de hauteur stratégique pour se dire, OK, ben, dans quelle mesure ça me permet d'avancer ou pas.
Super, merci. On va prendre une dernière question du coup. Est-ce que le netlinking marche au travers des réseaux sociaux? L'affiliation est-elle une bonne stratégie de marketing et se faire connaître via nos propres clients? Alors, le netlinking marche au travers des réseaux sociaux, oui, mais en fait, oui et non. Ça veut dire que ce qui est intéressant ici, c'est que Facebook, Instagram ou LinkedIn, c'est un lien, c'est un nom de domaine. Donc, si vous faites 150 publications sur Facebook, l'effort est le même que si vous n'en aviez fait qu'une. Donc, en fait, vous allez pouvoir créer une présence sur Facebook, LinkedIn, Instagram, etc. Ça va vous servir pour le score d'autorité, mais gardez à l'esprit que Google n'est pas fou non plus. Si tout le monde le fait, tout le monde ne jouit pas du score d'autorité de Facebook, Instagram, LinkedIn. Donc oui, c'est une bonne pratique de le faire. Maintenant, ce n'est pas la meilleure pratique netlinking du monde, quoi. L'affiliation est-elle une bonne stratégie marketing? Oui, et se faire connaître par ses clients. C'était quoi la fin de la question, Camille? Est-ce que tu l'as encore sous les yeux? Oui, bien sûr, désolée. Elle est repartie trop tôt. Ta, ta, ta. Alors, l'affiliation est-elle une bonne stratégie de marketing? Ça peut. Encore une fois, la réponse est ça dépend. Ça va dépendre de votre modèle économique, de qui vous adressez. Mais effectivement, ouais, tout ce qui est affiliation, recommandation, c'est de très bons leviers marketing. Ouais. Et se faire connaître via nos propres clients aussi, c'était la fin de la question. Eh ben ouais, donc on en revient toujours à la même démonstration, la recommandation. En tout cas, si vous faites un travail de qualité, c'est tout ce que je vous souhaite. Incitez vos clients à en parler autour d'eux, peut-être même valoriser cette recommandation avec des coupons de remise ou quoi que ce soit. En tout cas, donner cette large diffusion. Gardez toujours à l'esprit qu'un client acquis n'est plus à acquérir, justement, donc que l'effort commercial est déjà consenti, que par contre, vous pouvez aller tirer plus de revenus, en tout cas de retour, en animant correctement cette personne avec de l'emailing, par exemple. Super. Merci beaucoup pour cette réponse. Je vous mets dans le chat tous les liens qui peuvent vous intéresser. Vous avez le lien de notre page Passer à l'action où toutes nos offres partenaires sont référencées. Vous avez aussi le lien du questionnaire de satisfaction afin de récupérer le support de présentation, nous faire savoir si vous voulez que Paul vous recontacte ou pouvoir participer à toutes nos offres partenaires. Et en plus, Paul, dis-moi si je me trompe, mais je vous mets le lien de prise de contact avec NeoCamino, le lien d'accompagnement WebDays. Ouais, tu l'as, non? Oui, normalement Ouais. c'est bon. Dis-moi si c'est le mauvais dans le chat. Alors, impec, tac. Eh ben, ça a l'air d'être parfait. Super. Je vous invite Parfait. également à m'ajouter sur LinkedIn. Comme ça, vous mettez vos questions, vos retours. En tout cas, ajoutez-moi. L'idée, c'est qu'on puisse faire grandir ensemble ce joli petit réseau. Voilà, donc posez-moi vos questions, sollicitez-moi, ajoutez-moi, mettez-moi un petit mot. Dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation d'aujourd'hui. Éventuellement, si vous avez des retours ou des sujets vis-à-vis de ce qu'on pourrait faire encore mieux la prochaine fois, faites-le. C'est là pour ça, que ce soit dans le chat ici ou directement sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir de vous répondre et puis de voir ce qui peut être fait avec vous pour plus tard et puis vous permettre de grandir. OK? Super. Merci beaucoup, Paul. Merci pour votre participation. C'était génial. Vous étiez très nombreux jusqu'à la fin. C'était très cool. Et je vous souhaite un bon appétit et une très bonne fin de journée. Très bonne journée à tous et puis au plaisir de vous retrouver sur les Folies Web. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Paul. Au revoir Camille.